Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 340. Aujourd'hui, on reçoit l'un des coachs les plus influents aujourd'hui en France, ancien combattant et patron de l'US Metro, head coach de ce club qui compte de très très nombreux combattants professionnels. On va y revenir tout au long de ce Fighter Club. Salut Gianni Frachet. Salut. Ça va ? Ça va. Merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On va t'avoir pendant une petite heure avec nous pour essayer de développer le plus de sujets possible. Évidemment, à nos côtés, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Ça va, Baba ? Salut Charles, salut Johnny. Un vrai plaisir de te recevoir, un honneur vraiment d'avoir une légende du MMA français. Donc on va essayer de discuter sur tous les sujets qu'il y a d'actu, il y en a pas mal. Et voilà, beaucoup de choses à dire aujourd'hui avec l'invité du Fighter Club, Gianni Frachet. Johnny, donc head coach de l'US Metro, 33 combats pro en MMA d'après ton cher Dog. C'était une époque assez confidentielle en France pour le MMA, cette période où tu combattais, puisque c'était entre 2003 et 2019 pour tes combats pro. On va te présenter à nouveau pour ceux qui te connaissent moins. On va parler de ton parcours et évidemment parler du présent avec ta vision du MMA et avec ton accompagnement à l'US Metro, avec les athlètes que tu accompagnes. Déjà, juste simplement pour reparler de toi, à l'époque, comment est-ce que ça se passe, ta découverte du MMA et ton initiation au MMA ? Déjà, pour replacer dans le contexte, c'est que le MMA à l'époque n'était pas du tout connu. Nous, il y avait c'était Bloodsport, les arts martiaux en mode Van Damme, tout ça. Et puis, il y a eu dans les magazines les premiers UFC, les premiers Pancras. Fight Sport à l'époque ? Budo, il y avait un magazine qui s'appelait Budo, il y avait plein d'autres trucs. Et du coup, moi, j'ai découvert comme ça. Et un jour, j'ai vu un mec courir dans ma ville. Il était super costaud, et était en short de MMA Bad Boy, je sais pas si vous avez connu à l'époque. Et j'ai couru derrière lui, et puis il m'a dit, je lui ai dit, ouais, vous faites du MMA? Il m'a dit, ouais, je combats au championnat du monde de jiu-jitsu brésilien. Et du coup, je suis resté, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, donc William Leonetti. Ouais. En fait, c'est une génération qui n'était pas très connue du MMA. Puis après, j'ai embrayé entre lui, je suis parti après m'entraîner avec Loïc Pora à Paris en Pancras. Et de là a commencé ma carrière en MMA, on va dire très très tôt. Il n'y a pas de combat amateur, c'était tout de suite professionnel. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le MMA en gros. Ouais, Baba, c'est vrai qu'à l'époque, même si ça passe par certains magazines que tu as cités, ça passait moins par les médias, parce que forcément le MMA, il n'y en avait pas en France. Non, c'était du magazine ultra spécialisé. Nous, entre nous, c'était les souvenirs de ce qu'on avait des cassettes vidéo, tu vois, de l'UFC ou du Jungle Fight, enfin de l'IVC, tu vois. Donc on appelait ça le free fight, vraiment vulgairement. Et, Valet Tudo aussi. Ouais, voilà, tu vois. Mais vraiment, c'était, lui, tu vois, lui il fait du free fight, lui il fait, tu vois, donc c'était assez vague. Et en même temps, ça faisait flipper un peu, tu vois. Et d'ailleurs, dédicace à Antoine Simon, qui est encore là, et qui déjà à l'époque commentait sur cassette vidéo les UFC qui arrivaient en France, et du coup ça se répandait, mais ça restait dans un milieu assez restreint en France, et depuis, on le sait, ça s'est énormément développé. Le passage au MMA Pro, c'est vrai que c'est à une époque où c'est assez marginal en France. Pour toi, je me suis amusé tout à l'heure, ton premier combat pro, c'est 1er juin 2003. T'as une idée de qui étaient les champions à l'époque à l'UFC? C'est pour dire que Chuck Liddell. Ouais, alors je crois que c'était juste après. Genre une semaine après, mais c'était en juin 2003. Il y avait Tim Sylvia qui était champion, Tito Ortiz, et il y avait Matt Hughes aussi qui était champion. Il y avait moins de KT aussi à l'époque à l'UFC. En tout cas, c'était vraiment une autre époque. Est-ce que toi, il y a des faits marquants dans ta carrière qui t'ont permis déjà à l'époque de te dire, tiens, je sais que j'aurais peut-être cette fibre pour pouvoir entraîner et transmettre ce que je suis en train d'apprendre? Ouais, parce que en fait, déjà, il y a un truc, c'est que il y avait moins de connaissances du MMA. Le MMA n'était pas encore codifié, c'est-à-dire que on savait pas le travail contre la cage, on n'en faisait pas. Le sol, en fait, c'était de la boxe, de la lutte et du sol. Maintenant, tout est unifié et il y a vraiment un système qui se définit. Le MMA se définit comme sport maintenant. Du coup, on étudiait un peu tout, même des trucs de ouf. Des fois, on rajoutait de la capoeira, on tentait du karaté parce qu'on savait pas. Et un peu à l'image des premiers UFC, même si c'était un peu plus avancé, mais dès le début j'aimais bien apprendre, étudier sur les vidéos, les VHS, essayer les mouvements, tester, les améliorer, donc je voyais que j'avais déjà un peu la fibre du pédagogue en gros. Du coup, en France, tu fais partie de la première génération de coachs qui apprend directement le MMA à ses élèves en fait. Ouais, je pense, ouais.
pour rendre à César ce qui est à César, même les premiers, type Daniel Konyam, Loïc Pora, Ali, j'ai oublié son nom, mais son nom m'échappe. Mais en tout cas, ils essayaient déjà d'enseigner le MMA parce que le MMA était d'abord dans la phase d'isolation. On isolait les disciplines. Ensuite, après, on a eu le début de l'intégration. Et maintenant, on est dans la phase de spécialisation. Donc, moi, j'étais en fin d'isolation, début de spécialisation. C'est un peu technique. Mais du coup, dès le début, on essayait d'enseigner du MMA. Mais c'est vrai que le MMA moderne, comme on le voit maintenant, avec le travail contre la cage, se relever au sol, le frappe au sol, maintenir l'adversaire au sol, jouer sur les différentes distances, effectivement, on était une des premières générations. Même si les anciens essayaient déjà de transmettre comme ils pouvaient. Toi, Baba, tu vois la différence, toi qui es coach de pied-point de boxe anglaise. Maintenant, quand tu entraînes dans ces disciplines-là, est-ce que tu sens que les gens se disent, tiens, à un moment, je vais basculer vers le MMA, ce qu'il n'y avait pas avant, ou alors, quand même, quand ils arrivent dans tes disciplines, ils veulent y rester? Non, il y a eu un gros changement. Il y a un gros changement, surtout depuis 2020, où maintenant, on me le dit dès le départ. Le projet de départ, c'est clair, c'est je veux apprendre le pied-point, mais c'est pour faire du MMA derrière. Ou alors, je suis déjà en amateur et je veux juste me spécialiser, et puis ensuite, ça tourne dans le milieu. Donc, si tu veux, les combattants, ils essaient de voir des coachs de pied-point qui ont une sensibilité pour le MMA, tu vois, qui ont une certaine compréhension. Donc, tu vas pas apprendre du Muay Thai pour faire du Muay Thai. C'est très différent en termes de base, d'appui et tout, donc de déplacement. Donc, il y a un gros changement, il y a un gros shift. Et même si le pied-point à part entière est toujours là, évidemment, il y a toujours des gens qui veulent en faire, il y a beaucoup de combattants. C'est vrai qu'il y a toute une partie maintenant de gens qui viennent pour du striking adapté au MMA. Est-ce que Johnny, toi, tu gardes un regard un peu nostalgique et romantique de ces années-là que tu as vécues? Souvent, c'est décrit par ceux qui connaissaient pas forcément comme une époque un peu affranchisée de toute règle, etc. Toi, quel souvenir réel t'en as quand tu y repenses aujourd'hui? Comme ça, ce qui me vient à l'esprit d'abord, c'était la phase de découverte. On savait pas ce qui allait se passer. Donc il y avait maintenant, on sait à peu près qui va gagner, tout ça. Là, on sait comment les combats vont se dérouler. Il y a à peu près 3-4 systèmes, voilà, 5 systèmes qui un peu régentent tout le MMA actuel. Et ça va évoluer avec le temps. Mais avant, on savait pas du tout. Il y avait un mec qui pouvait venir du penchaxilat avec ça. En fait, moi, ce que j'aimais bien, ce qui était marrant, c'était les tenues. Ouais. Les gars, ils arrivaient avec des gardes différentes et tout ça, donc c'était vraiment bien. Donc en gros, les débuts de l'UFC aussi, où les mecs pouvaient arriver en kimono. Même de l'IVC, au début, les mecs, ils se mettaient des coups de tête au sol et tout. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est très spectaculaire, mais on peut pas... Voilà. Mais c'était intéressant. En termes martial, je trouvais ça intéressant parce que tu voyais tout de suite que, par exemple, sans gants, tu pouvais pas mettre des coups de poing, ton poing est cassé, par exemple. Donc, comme Baba disait, il faut une adaptation. Et le deuxième point un petit peu nostalgique, c'est les entrées du Pride. Les entrées du Pride, Genki Sudo qui rentre au Pride, c'était incroyable. Ça ce sera imbattable à vie, je pense, non? Ouais. Quand tu vois les entrées, le spectacle qu'ils arrivent à faire... Il faudrait vouloir le faire. Si tu le fais aujourd'hui, ça peut être super. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une volonté d'uniformisation un petit peu du game, tu vois. Donc, on n'est plus trop à la recherche de personnalité. On veut que tout le monde soit dans le bon moule. Mais ça on en parlait. On recevait hier Joan Benjamin Gabal, champion du monde de judo, champion olympique par équipe. Et justement, il parlait de ça. Il disait qu'au judo, tout est très... c'est à la japonaise, hein. Tout est très carré, les entrées, lui est plus expressif que la plupart des autres combattants en judo, mais il aimerait bien que le judo s'ouvre un petit peu. Toi tu vas vers plutôt quel mode? T'aimes bien que l'UFC ait uniformisé ses entrées, ses tenues et que tout soit un peu plus carré, ou alors justement t'es un peu encore une fois nostalgique de ce qui pouvait se passer à l'époque, comme tu disais au Pride? L'uniformisation pour le circuit amateur, c'est ok parce que on va vers l'olympisme. Donc là, c'est des équipes, etc. Mais par contre, l'uniformisation en termes de pour mettre en avant plus l'événement que le combattant. Je pense qu'on doit trouver un équilibre. Et puis, je pense que aussi les gens, ils veulent voir des personnalités. Les gens payent. Ils veulent voir. Maintenant, on a des vies à 200 à l'heure. On a plein d'informations. Il faut quelqu'un qui sorte du lot. Alors, on peut avoir des grands techniciens, mais avec une personnalité et tout. Et donc, je pense que les entrées, elles pourraient rajouter un peu de show, un peu d'intérêt sur certaines personnalités. Par exemple, on a des gars qui vont pas parler, qui sont pas bons dans les interviews, mais qui pourraient être très très forts dans leurs entrées. On avait Genki Sudo, jusqu'à maintenant, c'est inégalé ce qu'il faisait. Il faisait des entrées avec 4-5 personnes décorées et tout. Et on se souvient d'Israël Adesanya qui a vu son entrée interdite, même il l'a fait. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que le sport spectacle, c'est aussi l'entrée, la personnalité des combattants et tout ça. Je pense que c'est intéressant.
Et en termes de personnalité, on en parlera tout à l'heure avec certains de tes élèves, Wally Tandia notamment, qui s'est étendu aussi sur ce sujet-là et qui lui a sa personnalité et qui veut pouvoir l'exprimer au maximum, et parce que c'est ça qui fait son personnage et le combattant aussi qu'il est. Baba, Johnny Frachet, c'est devenu en 2 ans et demi en fait l'un des coachs les plus en vue en France, parce que de par ses méthodes et de par les résultats qu'il a eu, il s'est entouré de beaucoup de très très gros fighters. Alors oui, si on parle de façon empirique, c'est-à-dire que comme tes combattants brillent au plus haut niveau, forcément on va regarder le coach, mais c'est différent de ce qu'on peut voir en termes d'image. Johnny, c'est un petit peu... après je fais mes comparaisons, hein. Johnny, c'est un petit peu Splinter, tu vois. Tu vas avoir les Tortues Ninja qui sont en haut en train de faire leur truc, et puis Splinter qui est dans les égouts qui est en train d'attendre que ça se passe bien. Ouais. C'est... De ma perception, en tout cas, Johnny, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Si tu vas le croiser, si tu vas sur les events, ça c'est vrai. Tu vas le croiser si tu vas sur les compétitions organisées par la FMMAF, mais sinon, tu vois, c'est pour ça qu'on était content d'ailleurs de te recevoir, parce que c'est vrai que tu t'exprimes pas beaucoup. Donc, c'est vrai que de par les résultats, forcément, il y a un œil qui est très ouvert sur l'US Métro. Aujourd'hui, c'est un peu vu comme une des super teams en France. Mais ouais, ça reste quand même globalement discret en termes d'image. T'es d'accord avec Baba, c'est aussi une volonté pour toi de rester discret parce que c'est ta personnalité, et qu'en réalité, toi, en tant que coach, t'as pas besoin de t'étendre comme peuvent le faire les combattants, parce que c'est ton taf qui parle en fait. Il y a ça, et il y a aussi déjà l'emploi du temps, et puis je pense que j'aime beaucoup, parce que des fois on me contacte pour des interviews, des trucs, et je dis contacte je sais pas moi, l'athlète que j'entraîne, Hugo, ou je sais pas qui, parce que j'aime bien leur rendre l'appareil. Après tout, en vrai, les combattants, c'est un petit peu le reflet du travail que je fais avec eux. Et aussi, j'ai toujours ce problème de me dire, on est une équipe en fait à l'US Métro. C'est plus qu'une équipe, c'est un dojo. Et le côté martial pour moi reste vraiment important, et j'aimerais que ça soit notre marque de fabrique. C'est-à-dire que j'aimerais que le côté dojo reste. C'est le côté Splinter, j'aime bien. On a une très belle salle. On est accompagné de coachs qui sont exceptionnels, tels que Diego Rodriguez, qui était champion niveau olympique de lutte. Donc Diego, qui est le patron de l'US Métro, le directeur sportif. Head coach. Voilà, je suis head coach, mais lui aussi c'est le head coach. En fait, on est plusieurs head coach. On a Mohamed, et puis qui est El Ayoubi, qui était un de mes élèves, mais qui est un excellent striker. En cours particulier, on a Rodrigo Alamos et Abadila, qui sont des tueurs dans leur domaine. Eric dans le sol, enfin bref, et Costia pour le sol, entre autres, et tout. Et du coup, on essaie de monter un dojo et une école. Donc en fait, j'essaie de maintenir ça. Par exemple, hier, on a eu les tests pour les enfants, la Next Gen. C'était les moins de 18 ans. Ils ont un suivi scolaire et ils ont le parcours et tout. Donc on est dans on se place un petit peu à part des autres. On n'est pas qu'une équipe, on est une école. Et c'est ce qu'on essaie de communiquer. Bien sûr, on veut les performances, mais on veut former des individus qui soient bien développés, qui soient bien dans leur tête et tout. Et du coup, je pense que le modèle, me mettre à contre-pied de ce que les combattants font, effectivement, pour gagner de l'argent, ils ont besoin d'apparaître, etc. D'ailleurs, je leur dis, il faut qu'ils soient 20% de plus que ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours, pour que sur les réseaux sociaux, ça ressorte un peu plus. Moi, j'essaie d'être 20% moins, d'être en retrait, et puis comme ça, on équilibre. Et puis, ils peuvent se dire aussi, tu peux exister, tu peux faire parler de toi, et puis te faire connaître grâce à ton travail. Et voilà, donc c'est aussi une volonté. Mais ça c'est intéressant, parce que c'est une approche hyper différente de ce qu'on pouvait encore trouver il y a 10-15 ans. C'est-à-dire que tu les encourages à donner 20% de plus pour avoir plus de visibilité. Effectivement, alors je me suis ouvert il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelait L'art de la guerre digitale, et parce que j'avais besoin de me remettre un peu à jour sur les différentes méthodes de communication, etc. Et puis d'autres personnes, Isa, Ahmed, les élèves, j'essaie de mettre à jour tout là-dessus, parce que je suis vraiment un technicien et quelqu'un du terrain. Et donc en fait, je me dis, maintenant les carrières ont tendance... On avait un sport en fait qui avait une maturité tardive, et maintenant la maturité commence à arriver de plus en plus tôt. On voit avec Souel, avec différents athlètes, et du coup je me dis, leur carrière va être plus courte, donc il faut qu'ils brillent le plus tôt possible, et on va devoir rentabiliser ça. Donc effectivement, je sépare bien le côté show, le côté communication du côté combat, même si maintenant, même les athlètes, j'essaie de les entraîner vers faut finir le combat. Faut finir le combat, faut que les gens aient envie de vous voir. Faut que, bien sûr, hein, dans toute mesure gardée de valeur, jamais partir dans des propos extrêmes, etc. Et du coup, les amateurs, nous leur apprenons à gagner les combats, et les pros, nous leur apprenons
à finir les combats. Ouais, j'allais dire, c'est particulier parce que tu as quand même les deux casquettes en termes de format. Tu vas former des combattants dès leur plus jeune âge, dès les amateurs. Ta casquette dans la Fédé, quelque part, t'oblige à garder une certaine intégrité dans la formation de tes amateurs parce que tu tends vers l'olympisme, tu veux un sport propre, tu veux quelque chose, tu vois, qui soit à la fois regardable et puis en plus assimilable pour le grand public. Puis après, derrière, il faut les faire switcher en mode prize fighting. Ok. Ouais. Est-ce que ta méthode, c'est quoi? C'est cool, on oublie, maintenant on passe dans le pro, ou est-ce qu'il y a une continuité? Mais comment on fait pour avoir cette continuité, en fait? Le travail avec les managers, en fait, le travail en staff, la coordination et la communication sont les facteurs clés de la transition entre le... En fait, j'ai regardé beaucoup ce qui se fait dans la boxe anglaise, chez les anciens, notamment, etc. Et puis, j'essaie de faire en fait, dans le MMA en France, qui est très très codifié, il y a des petits hubs de compétition qui permettent de faire la transition, notamment le Cage Warrior, où les rounds, il n'y a pas de protège tibia, etc. Donc en fait, ça fait des petits éléments de transition où j'ai des marqueurs de performance. Donc d'abord, on commence par les interclubs codifiés par la fédération, les compétitions régionales, nationales, puis après internationales, et ensuite on va partir vers des galas, d'abord en France. On s'éloigne un peu du domicile pour qu'il commence à prendre ses marques, puis à l'étranger, puis avec un niveau un peu plus haut, plus de visibilité, et là on sent qu'il est prêt à passer dans un événement professionnel. Donc j'appelle ça le couloir de performance, et on essaye à l'US Métro de définir un couloir de performance du plus jeune âge jusqu'à la carrière professionnelle, et même, un truc qui est oublié, l'après. En tant que coach, on a les noms en tête que tu entraînes, Taylor Lapillus, Morgan Charrière, Walid Tandia, Paul Donat, etc. Nora Cornol, voilà, qui sont dans de grandes ligues. C'est vrai qu'on a peut-être tendance souvent à oublier, tu vas nous dire si toi tu le ressens comme ça, que tu t'occupes aussi beaucoup de tous les autres, c'est-à-dire les juniors, ceux qui commencent à avoir des résultats aussi, à les accompagner. Et en plus, tu es un coach qui suit beaucoup ses élèves et qui a cette volonté de les accompagner au maximum sur les combats. Donc d'une, ça te prend énormément de temps, comme tu le disais, donc t'as pas le temps de tout faire. Et de deux, tu trouves qu'on oublie un petit peu trop le travail que tu fais à côté, comme tu as ces têtes d'affiche? Pas forcément oublié, parce que j'ai pas besoin qu'on le voit forcément. En fait, là, c'est le côté plus dojo. Je veux que ça soit l'US Métro qui est mis en avant. Et en fait, un bon coach doit être capable de se faire oublier. Et par exemple, si un jour je peux plus coacher, la méthode doit perdurer. Donc en fait, ça c'est très important. Donc du coup, effectivement, là, on a les amateurs. Je travaille beaucoup avec les débutants. Je continue à donner des cours le soir aux gens qui découvrent le MMA. Pour moi, c'est vraiment important d'être présent et d'être performant sur les différentes strates du sport, que ce soit le sport loisir, le sport amateur et le sport professionnel. Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée à l'US Métro, Bizo? Donc la salle est dingue. Hein. Enfin, je sais pas, en France, à mon avis, il y a peut-être le Venom Training Camp à Rungis qui peut être équivalent, parce que très grand, un ring, une cage, un dojo, etc. Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée là-bas? Ça a changé l'utilisation de nouveaux outils. Ça nous a permis d'étaler le calendrier, de l'utiliser sur la journée. Ça donne beaucoup de capacité d'adaptation aux différents athlètes. Plus on se rapproche de la compétition, plus on doit spécifier. Donc, surtout dans la phase d'affûtage. Et ça a permis de travailler avec plus d'athlètes, plus de coachs, avoir un staff plus étendu, mais pourtant bien organisé. Et puis, moi, j'ai toujours voulu proposer du MMA à tous. C'est un sport élitiste dans le côté professionnel, mais je voulais vraiment le côté éducatif est tout aussi important pour moi. Et du coup, proposer du MMA à la masse, c'est-à-dire même à des gens de moins de 8 ans, moins de 12 ans, etc., ça permet de faire ça aussi en termes de performance. Bah, clairement, là, avec une cage 7/7, avec une salle de préparation physique haut de gamme, etc. Et là, encore, ça va encore s'améliorer parce que là, on lance un centre de récupération et tout ça au sein de l'US Métro, une plus grande salle de préparation. Donc, cryothérapie, bain chaud, bain froid. C'est ça va arriver pour que l'athlète puisse s'entraîner, manger, s'entraîner, rentrer chez lui, c'est fini. Et même, pour ceux qui doivent travailler au milieu, ils peuvent parce qu'ils font leur entraînement, ils rentrent, ils travaillent, ils repartent. Donc, proposer ça aux gens qui font du MMA, je pense que c'était important. Ça, Baba, c'est pas que du matériel, en fait. C'est hyper important pour n'importe quel combattant qui veut se structurer, se professionnaliser.
Bah, aujourd'hui, si tu, voilà, on entre dans une phase du MMA français où on veut être pro. C'est pas le tout de le dire, de se déclarer pro parce qu'on fait des combats sans protection. C'est ce qui venait toujours du pied-point à l'époque. On disait qu'on était pro, mais en fin de compte, on n'avait rien de pro. C'était juste les règles dans lesquelles on combattait. La différence, si tu veux qu'on performe au plus haut niveau, si tu veux qu'on fasse des ceintures, elle va se jouer dans ces détails-là. Tu vois, d'avoir maintenant toutes ces installations-là, ça va être très important. Maintenant, c'est le boulot qui est fait à l'intérieur. Parce que moi, j'aime toujours dire, en France, on a créé des champions légendaires avec des bouts de ficelle, avec des tournevis. On va continuer à garder la méthode, mais c'est vrai que c'est mieux d'être accompagné avec des structures. Et c'est bien, ce que tu dis, c'est important parce qu'encore une fois, le fait d'avoir toute cette professionnalisation, c'est cool et ça permet de bien gérer tes athlètes qui sont maintenant sur des grosses ligues, mais il y a toujours, à chaque fois que tu t'exprimes, c'est marrant à observer parce que ça reste dans ton profil et dans ton parcours, tu ramènes quand même ensuite aux juniors, aux débutants, et ça c'est probablement, parce qu'il y a peut-être les gens ne le savent pas beaucoup, mais dans la légalisation du MMA, tu as joué quand même un rôle important, parce qu'il y a eu ces assises du MMA à l'époque, et il a fallu ensuite structurer le sport, et derrière notamment l'apparition du grade vert, tout ça. Encore une fois, je trouve, moi, de mon point de vue, que ça doit pas être facile de naviguer entre les deux, parce que j'ai l'impression que, enfin, il y a beaucoup de gens qui mettent les deux visions en confrontation, tu vois, et qui disent, bah, les fédérations, on n'a peut-être pas besoin parce que ça nous met des bâtons dans les roues. Et tu vois, avec le MMA pro, le MMA, c'est un sport qui est que pro et ça fonctionnerait pas autrement. Je sais pas si j'ai envie de te dire comment tu répondrais à quelqu'un qui te dit ça, mais comment tu t'insères entre les deux, en fait, parce que tu as les deux casquettes. Bah, ça se fait assez simplement parce que j'avais passé mes formations une fois que j'ai arrêté ma carrière avec Lionel Brézéfin. Ouais. Et je lui avais proposé, à titre bénévole, de pouvoir participer. Donc, je savais même pas utiliser les logiciels de suivi de projet, etc. Ouais. Et du coup, il m'a appris. Et il m'a donné une mission. Il m'a dit, bon, on est deux, on n'a pas encore beaucoup de finances, on est sous l'égide de la boxe. Il va falloir travailler sur une codification pour qu'on puisse proposer du MMA safe à toutes les tranches d'âge. Il faut bien savoir que plus de 95% des licences, les 90, c'est des gens non compétiteurs. Ouais. Donc en fait, les gens qui regardent l'émission, les gens qui vont donner de l'argent, qui vont permettre de prendre de l'ampleur à chaque événement, et même aux professionnels, c'est des loisirs. Plus les loisirs connaissent le sport, plus il y en a qui pratiquent, plus le sport va pouvoir avoir un développement périn. Ouais. Au niveau là, on a eu des trucs énormes. Par exemple, là, il y a quelques mois, on a fait le programme MMA dans les écoles. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tous les cycles scolaires ont du MMA. Ouais, ça peut paraître un petit détail, non, c'est énorme. Mais en fait, dès l'école, ils font du MMA. Ouais. Donc en fait, on sait qu'on a le sport dans les écoles, on a le sport professionnel, on a le parcours au milieu et les formations. Du coup, on est certain d'avoir une activité ou un produit, en fonction d'où on se place, qui a un gros taux de développement. Et du coup, le travail pour moi, c'était ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, j'arrive au club, je suis entraîneur, je vais à la fédé, je travaille sur des projets, mais comme je suis tout le temps sur le terrain, je vois tout de suite le lien. Ouais, ok. Tu fais pas de séparation. Tu te forces pas à te dire, ok, c'est pas la même casquette là. Voilà, donc, c'est ça. C'est incroyable. Entre Lionel Brézéfin qui s'occupe de la fédé et le projet proposé par Audrey Prieto et Diego Rodriguez, qui est énorme de l'US Métro. Les deux, je travaille sur les deux, sans forcément de lien direct, il n'y en a pas même. Mais en fait, dans les deux, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice dans les différentes strates du MMA. Donc en gros, le lien, il se fait comme ça. Ouais. Depuis combien de temps, du coup, est-ce que tu interviens auprès de Lionel Brézéfin pour essayer de faire monter un petit peu cette discipline ? 5 ans, ça fait 5 ans depuis la légalisation. Ouais, ça fait 5 ans. Depuis je suis responsable de la progression technique. Voilà. Et est-ce que, pour toi, depuis cette légalisation début 2020, le chemin qui a été accompli, il est satisfaisant pour le moment, ou alors ça aurait pu être encore mieux ? Ça aurait pu en être encore mieux, mais en tout cas, des fois, il faut aller doucement. Il y avait déjà un écosystème qui existait en France. Il fallait y aller progressivement, pas froisser trop de gens, commencer à les intégrer au nouveau système mis en place, avec de manière harmonieusement, quoi. En les respectant. Il fallait aussi prendre en compte les acteurs historiques du MMA. Et du coup, effectivement, des fois, on n'a pas été... ça a pu toucher des gens parce que des gens ne sont pas rentrés dans le projet tout de suite, etc. Mais je pense que maintenant, avec le MMA,
Et puis l'arrivée de l'UFC, on voit que les officiels de l'UFC, de la Fédé, c'est eux qui travaillent dans l'UFC actuellement, au Ares et dans les différentes ligues. On voit aussi que le nombre de grades évalués et des gens qui passent de l'amateur en professionnel et qui, à la base, ont eu leur validation grâce au grade vert, ça nous permet de dire, lui, il a les minima pour rentrer dans la cage et préserver son intégrité physique. Je pense pour les chaînes de télé, c'est important aussi. Ouais. Pardon, développer justement ce grade vert. Tout à l'heure, Baba a dit que tu avais été à l'origine de ce grade vert. Tu peux développer et expliquer concrètement en quoi ça consiste? Ça, c'est complètement fou en fait, parce qu'au début, le pari de Lionel Brézéfin qui est dingue, c'est de dire, c'est un sport de combat, on va en faire un art martial et on va avoir des jalons techniques qui vont être sur toute la France, les mêmes, et qui vont dire, ok, tu peux te passer en compétition quand tu maîtrises ça, ça, ça et ça. Effectivement, tu peux passer ton grade vert et t'es pas forcément un super combattant, mais pourtant, il y a un niveau, une homogénéisation de la connaissance technique sur toute la France, ce qui n'était pas le cas avant. Et l'objectif sous-jacent de ça, c'est de proposer des activités autres que la compétition à des gens qui vont jamais faire de compétition. Ils ont des objectifs jaune, orange, vert, bleu, violet, marron et noir. Et le grade vert permet l'accès à certaines formations qui sont par exemple le BF2, initiateur, et le grade marron permet d'avoir un BF3. Plus tard, quand on aura un diplôme professionnel, le mec qui veut pas, ou le pratiquant qui ne veut pas forcément être combattant, il se dit j'ai des objectifs interpratiques. Ouais. Ça, c'est très important puisqu'on a vu que 90% des gens qui pratiquent le MMA ne sont pas compétiteurs. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner des objectifs. Donc en gros, la licence FMMAF, elle permet, en plus des promotions qu'il y a à côté, elle permet de dire vous avez un calendrier, vous avez des objectifs, et même si tu commences ton MMA à 40 ans, la population française est vieillissante, on doit pouvoir leur proposer une pratique qui soit à leur image, avec des attentes qui correspondent aux leurs. Donc, le grade permet déjà une sécurisation de la pratique, de s'assurer d'un niveau minimum. Et voilà. Très intéressant, très intéressant vraiment cette notion de grade vert que tu as instauré à la Fédé. Il nous reste une quinzaine de minutes, Johnny, parce que c'est déjà passé super vite. J'ai envie qu'on évoque beaucoup aussi les combattants que tu accompagnes. Donc il y a tous ceux qu'on connaît pas du tout parce qu'ils sont pas encore pros, mais il y en a beaucoup qui vont le devenir, j'en suis sûr. Il y en a qui t'ont rejoint récemment, il y en a aussi qui te suivent depuis très longtemps. Il y en a d'ailleurs un qui a voulu te passer un petit message. Salut mon coach, j'espère que ça va. C'est un de tes plus vieux élèves qui te parle. Donc je pense que tu vas reconnaître ma voix. J'ai commencé le MMA avec toi il y a un moment maintenant, il y a plusieurs années. Et ensuite, après, on s'est un petit peu perdu de vue, je dirais. Enfin, pas vrai, oui et non, puisque t'es parti puis après t'es revenu. Et il y a quelques années de ça, par la force des choses, on s'est remis à travailler ensemble. Et je voulais juste te remercier parce que ce soit avant, quand j'ai commencé le MMA avec toi, et maintenant, quand j'ai repris ma carrière en main, tu as été là à des moments clés de ma carrière et de ma vie d'adulte. Et je pense que tu as participé à cette évolution, à ce succès. Donc, et au virage, au dernier coup de volant que j'ai mis pour ma carrière, pour pouvoir la relancer. Donc, merci beaucoup, mon coach. Merci. Et reste comme t'es, avec ces mêmes qualités qu'on te connaît. Voilà, grosse bise mon Joe. Taylor Lapillus, bien sûr, consultant MC Sport, combattant US Metro et donc coaché par toi, Johnny. C'est ce genre de message, moi, quand je l'ai reçu tout à l'heure, je l'ai écouté et c'est vrai que j'ai eu de l'émotion aussi. J'imagine que toi aussi, quand tu entends un élève aussi pertinent, patient et avec la fidélité qu'il t'a donné, ça te fait quelque chose. Je suis très très fier déjà de Taylor parce que je l'ai vu, je me souviens, je venais de gagner le Vic, j'aime pas trop parler de mes combats et tout ça, mais à un moment j'étais pas trop mauvais en grappling et en MMA, et à une époque j'ai gagné une compétition qui s'appelait le Vic, qui était une des plus grosses compétitions françaises. C'était balèze, ouais. Et du coup il est venu me voir et m'avait dit on aimerait bien s'entraîner avec toi, avec son frère Damien et tout. Et je me souviens, il avait encore un béret et tout ça. Et voilà. Et puis après, on s'est perdu de vue parce que je suis parti. On était à Vivacité à l'époque, un club formateur de champions. Et après, je suis parti habiter à Miami. Et quand je suis revenu, quelques temps plus tard, on a eu l'US Metro, etc., l'opportunité de donner des cours là-bas. Et Taylor m'a rejoint. Donc j'ai beaucoup de chance. Et puis surtout, je suis très très fier de lui parce que en plus d'être un combattant, il apporte aussi l'intelligence du combattant et le côté un peu artiste martial. On le voit dans ses analyses et pour moi, c'est très important. On voit que
C'est un combattant complet, pas que dans la cage, mais même en dehors. Taylor qui maintenant vient en costume, cravate, etc. Très chic. Sa première télé chez Combat Sport, il était venu en Marcel, bleu flashy et orange. Voilà, donc il a fait des progrès en 10 ans et on le félicite pour ça, on l'embrasse. Baba, sur la liste de combattants, alors si on cite les plus connus, ceux qui ont les meilleurs résultats actuellement, Paul Dena qui a commencé en pro, Walid Tandia qui a aussi 3 combats en pro, Amin Ayoub, Tarzan, Zakaria Atou qui monte très bien aussi, Taylor, Nora Cornell, Morgan Charrière. Qu'est-ce que tu retiens un peu de toute cette équipe? Et je trouve que de l'extérieur, il dégage vraiment une image de team, en fait, tous ensemble. Bah, c'est exactement ça. T'as l'impression que t'as une équipe en face de toi. C'est pas comme les grosses teams que t'as aux States, sans porter de jugement, tu vois, mais que ce soit les Titi, les Black Zillions à l'époque, les grosses teams avec beaucoup de combattants à l'UFC, PFL et tout, tu te dis, quand tu regardes la photo, tu te dis c'est une équipe, mais il te suffit de comprendre, de regarder un petit peu, de comprendre qu'ils se comportent pas vraiment en équipe. Les mecs s'évitent un peu, on s'entraîne pas ensemble, etc. Il y a les opportunités, les possibilités. Donc, en fin de compte, tu sais pas vraiment ce qui s'apporte. Moi, pour avoir en tout cas, en étant jeune, fait partie d'une grosse équipe de boxe qui s'appelait le RM Boxing à l'époque, de Rachid Sadi. Je lui passe bonjour parce qu'en plus, j'espère qu'il va bien. Je lui passe un grand bonjour et je l'embrasse. Nous, la force de ce coach, et moi c'est ce que Johnny il le confirmera ou pas, mais moi en tout cas nous, il faisait pas de différence. T'étais Danny Bill, t'étais moi, tout le monde s'entraînait en même temps, à la même heure, le ring, tout le monde tournait ensemble, on le partageait, et t'apprenais tout le monde, et c'est les vibes que j'ai du US Metro, mais pas que des vibes. La vérité c'est que je connais plein de gars, Alexandre Carole que je suis avec tous les jeudis, Nora, on discute beaucoup, donc t'as plein d'images, t'as plein de choses qui te font revenir ça. Est-ce que toi tu dirais que vulgairement, t'arrivais à les gérer comme si t'étais un club associatif en fait? Bah, c'est même pas vulgaire, c'est au contraire, nous sommes une association. L'US Metro est une association. Et de ce fait, notre objectif est le développement de l'individu à travers ses objectifs. Donc eux, ils veulent aller vers la performance, on les accompagne, on les soutient. On est copilote, on essaie de leur donner tous les moyens possibles. Et puis, c'est top. On a, en tout cas, un point qui est important pour nous, c'est comme tu parles d'Alex, Carole. Ouais. Pour moi, que tu combattes dans un petit événement, si on peut dire petit, parce que pour un combattant, c'est toujours grand, ou même un UFC, c'est pareil. Ouais. Bien sûr, après, des fois, le niveau change, mais on essaie d'avoir la même exigence. C'est difficile. C'est un combat de chaque jour. C'est très, très dur. Des fois, je me trompe. Des fois, je fais des erreurs. Je corrige, que ce soit l'élocution, l'adaptation au combattant quand on le coach dans le coin et tout. Mais en tout cas, c'est un processus organique où on s'adapte à chaque personne. Ouais. Il y a une vraie communication et il y a une vraie relation avec les élèves. Je pense que la plupart des clubs sont comme ça, mais en tout cas, le nôtre, on essaie de le faire. C'est quelque chose que Diego Rodriguez veut parce qu'il était en équipe il s'est entraîné à Cuba et tout ça. Il apporte cette touche, tu sais, équipe olympique et tout. Et nous, on doit pas le perdre. On doit pas avoir. C'est pas la somme c'est plusieurs individualités. Par exemple, ce matin, tu avais Morgan qui combattait, tu avais Zach, Tarzan, qui était en train de le coacher, Taylor qui reste après son sparring, Nora qui reste, qui coach les plus petits et tout ça. Franchement, ils sont incroyables. Moi, j'apprends autant d'eux qu'ils apprennent de moi. Alors justement, il y en a un autre. Alors là, c'est pas un message qui t'a adressé personnellement, mais il avait parlé de toi ici, dans le Fighter Club, parce que Amin Ayoub, il a trouvé en toi et en ta manière de l'accompagner quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. On va l'écouter. Quand je rentre le week-end, de temps en temps, quand je rentre à Nantes, ça m'arrive de rentrer, c'est pas toutes les semaines, hein, mais il y a une semaine sur deux, je rentre à Nantes, il y a Johnny qui m'envoie un message sur mon WhatsApp, genre, comment s'est passée ta semaine? Ouais. Et ça, c'est une dinguerie. Genre, moi, ça m'est jamais arrivé, ou alors peut-être quand j'avais 16 ou 17 ans, tu vois, qu'on me prenne de mes nouvelles, qu'on me demande comment s'est passée ma semaine, et qu'on m'envoie, ok, donc dans les prochains jours, tu feras ça. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi, ça me change ma vie totalement, ça me libère de beaucoup de choses, et puis et voilà, c'est un game changer de ouf. Cet accompagnement-là, il est totalement naturel pour toi? Bah, franchement, je dors pas. Je me lève la nuit, je pense aux combattants, je pense à ce qu'ils vont faire. On a Souil Areski, on a un autre, un Ahmed qui est double champion du monde, qui est en train de sortir et tout. Et tout le temps, je pense à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je demande à Mohamed, est-ce que tu peux lui faire ça? Diego, tu peux faire ça? Moi, je le prends à côté. Résoudre leurs problèmes personnels, essayer de les aider, peut-être même leur trouver un taf, trouver un appartement, etc. C'est une passion, mais ça va au-delà, c'est une vocation. Et du coup, pour moi, c'est normal parce que je veux leur donner ce que moi, j'ai pas eu. Et puis surtout, c'est tellement un game qui est un truc, pour pas dire de gros mots, qui est dur. Je veux leur adoucir un petit peu le chemin.
Je veux leur faciliter un petit peu le chemin autant que faire se peut. Et puis voilà quoi, c'est pas mon objectif, c'est même pas là. Voilà, c'est qu'ils gagnent et qu'ils soient heureux. S'ils vont dans la cage et que même s'ils perdent, mais le jour où ils arrêtent la carrière, ils me disent, hey, j'ai kiffé. Pas perdu du montant, j'ai kiffé. Franchement, je vais être content. Il y en a aussi du coup que tu entraînes, comme Walid Tandia et Paul Donat dont on parlait. C'est déjà des grosses stars, et ça c'est un phénomène assez récent, que des combattants amateurs arrivent avec 0 combat pro et soient déjà très reconnus. C'est le cas surtout pour Paul Donat. Comment est-ce que tu accompagnes aussi ces amateurs qui débutent dans le monde pro? Comment tu accompagnes cette transition? Déjà leur rappeler qu'à la salle ils sont pareils que tout le monde. S'ils arrivent en retard à 10h30, la salle est fermée. Ils rentrent pas, ils restent, même s'ils sont en préparation, même s'ils sont à l'UFC. Là, tous les élèves pourront le dire. À 10h30, la salle est fermée, ils doivent être là à 10h25. Et ce genre de comportement-là, de leur dire, vous êtes comme tout le monde, vous devez payer le prix du temps et le prix de l'attention au coach. Ça, c'est le plus important. Et donc, on les traite. Déjà, ça, c'est important de leur ramener Ils ont les pieds sur terre, mais de leur dire, faut charbonner, faut être là méthodiquement. Et puis Wally et Paul, ils ont la communication et tout ça, mais à côté de ça, c'est comme Taylor, c'est des scientifiques de l'entraînement. Ils analysent tout, ils se posent des questions et tout ça. Donc il y a le côté qu'on voit, parce que y a besoin de toucher un maximum de monde et avoir de l'attraction par rapport aux médias, etc. Mais moi, je leur rappelle que quand ils sont dans la cage, les projecteurs, les Instagram et tout ça, ça compte pas. Quand ils sont dans la cage, c'est comme à l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la cage et moi, je dois leur rappeler que là, on est sur un combat. Il n'y a rien qui change. C'est quelqu'un qui veut te battre, qui veut prendre ce que toi, tu as envie d'avoir. Je vais même vous dire autre chose, c'est un sport, mais je leur dis c'est un tête-à-tête. Bien sûr, il y a des règles, mais c'est un tête-à-tête et j'aime garder ce côté martial-là, leur rappeler. Ça me donne une idée. Je me dis à Taylor, on va peut-être lui faire pareil quand il va arriver ici. On lui dit si t'arrives en retard, pas que c'est au speak, ça a l'air de marcher du côté de l'entraînement. Est-ce que tu vois une guéguerre encore entre les clubs, les gros clubs de MMA aujourd'hui en France? On peut parler forcément de celui que tu gères. Il y a des grosses écuries. Il y a encore le MMA Factory. Il y a Nicolas Haute qui gère des gros combattants aussi. Est-ce que une guéguerre comme on a pu parfois la connaître à l'époque, Fernand Lopez, il y a le Diabaté, ça se passait pas forcément très bien. Voilà. Est-ce que ça existe encore, ça? Alors effectivement, on a pu être, à titre personnel, j'ai pu être impacté par ça, mais après j'essaie de prendre de la distance. Et puis si on doit sortir des dossiers sur les gens, alors là ça, il faut sortir les dossiers de tout le monde. Donc moi, Fernand Lopez, je le respecte énormément. Il a apporté du professionnalisme au sport, etc. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Il y en a, c'est plus visible que d'autres, mais pourtant tout le monde est pareil. Et enfin, au niveau des équipes, il n'y a pas de guéguerre, il y a de la concurrence. Mais moi, je regarde ce que Fernand Lopez fait, j'écoute comment il coach. Je rajouterai même la TFF, Tactical Fight Team, dans le sud, avec Quentin Arola. J'écoute, même dans les MMA League, j'écoute comment ils coachent, leur élocution, leur méthode d'entraînement, je leur pose des questions. On a un rapport. L'autre jour, j'étais avec Arnaud Templier, les différentes écoles, tout ça. Donc, Nicolas Haute, c'est un ami proche, en plus. Donc j'apprends de chacun de ces coachs. Donc il y a une concurrence effectivement parce que c'est un sport, mais c'est une concurrence saine qui pousse le MMA et le MMA vers le haut. Et puis en tout cas, moi, je me mets toujours en mode, même s'ils sont pas forcément tous plus vieux que moi, c'est un peu mes senpai, j'apprends de chacun. Et je pense que cette méthode-là, elle est bien et les élèves le ressentent. Alors effectivement, parfois, il peut y avoir des petits mots, il a fait... Mais en fait, on s'en tape. Le plus important, c'est ce qu'on laisse derrière nous pour les futures générations. Et aussi cet état d'esprit, déjà la cage c'est stressant, si on laisse un truc un peu rayonnant et bienveillant qu'on puisse, quand on se regarde on rigole, même si des fois on a des petits mots et tout, c'est cool. Tu disais tout à l'heure, le MMA aux États-Unis peuvent avoir tendance à se tirer dans les pattes, à essayer de tirer la couverture vers eux. Est-ce que finalement aujourd'hui le MMA à la française, c'est ce qu'est en train de décrire Johnny, c'est cette bienveillance entre les clubs? J'aimerais bien, j'espère. Moi je l'ai vu quand on était à Reims à l'Hexagone, les teams étaient tous ensemble dans le couloir, on rigolait tous entre nous, tu vois, alors que même il y a du média, il y a du club. Donc non, je pense que les MMA français on est capable de construire quelque chose, mais il faudra voir si c'est pérenne. Super les gars, et écoutez, merci beaucoup Johnny, je suis désolé, ça s'arrête assez rapidement, mais je crois qu'on a déjà fait 40-45 minutes, donc le temps passe très vite quand c'est aussi intéressant. On fera d'autres épisodes avec grand plaisir. Bien sûr, la porte du AMC Fighter Club est ouverte en permanence pour toi, et avec très grand plaisir. Merci Johnny. Merci pour l'invitation. Merci à toi, merci Baba. Merci les gars. Et merci Arthur Robert pour
avoir aidé l'élaboration de cette émission. À très vite. Ciao. RMC Fighters Club.